Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'hebdo de la médiation, un hebdo de la médiation un peu spécial puisque nous allons vous présenter les 12 défis du siècle de l'entente, c'est-à-dire les 12 défis de la profession de médiateur. Alors avant d'aller plus loin, il convient quand même de revenir dans la production de ces 12 défis puisque c'est la production qui a été réalisée lors du symposium annuel de la profession de médiateur qui a eu lieu à Paris jeudi et vendredi dernier dans un cinéma Pathé, comme vous avez pu vous en rendre compte. Alors, tout d'abord, il y a des séquences de ce symposium qui, au fur et à mesure de l'année, seront mises à votre disposition sur notre chaîne médiateur.tv. Et avant d'avoir accès à ces vidéos-là, vous avez déjà pu visionner la vidéo qui a été réalisée par Annie Lascou concernant le parrain de la promotion 2025 de la profession de médiateur qui était René Descartes. Donc je vous invite à aller sur les réseaux sociaux. On mettra à votre disposition cette vidéo sur médiateur.tv aussi. Comme ça, vous comprendrez la raison pour laquelle nous avions choisi René Descartes comme parrain de la promotion 2025. Alors ce symposium annuel, il a eu lieu en partie en présentiel, en partie en distanciel, hein. Il y a des personnes qui étaient en cours de formation ou des personnes qui étaient intéressées par la profession de médiateur qui ont pu assister à ce symposium en distanciel, qui ont permis donc de pouvoir aussi faire des liens entre tous ceux qui sont intéressés et pas seulement ceux qui pouvaient être présents. Lors de ce symposium, il y est apparu un élément saillant, c'est que pour qu'une profession, pour qu'un métier ait une réalité, il faut aussi qu'il ait une utilité sociétale. Et donc, cette utilité sociétale, nous avons cheminé ensemble afin de pouvoir travailler sur cette utilité, en quoi le médiateur professionnel est utile et nécessaire à la vie en société. Et c'est à partir de ces éléments-là que, au cours de ce symposium, on a pu définir ensemble un certain nombre de pistes sur lesquelles nous allons pouvoir intervenir au cours de ce siècle de l'entente. Et évidemment qu'on a appelé ça des défis pour une raison très simple, c'est que on s'est référé en fait aux défis mathématiques qui sont de l'ordre de, il y a une difficulté apparente, il y a quelque chose que l'on peut modifier, mais on n'a pas de vérité absolue à donner. Par contre, il est nécessaire de pouvoir s'interroger au long terme, bien sûr, parce qu'il y a des réponses conjoncturelles qui peuvent être apportées à un instant précis au regard des outillages informatiques ou des outillages de manière générale, de la technologie à laquelle on peut avoir accès, et puis aussi à l'évolution de la pensée telle qu'elle peut être modifiée au fil du temps. La première évidence, c'est qu'on ne réfléchit plus aujourd'hui comme on réfléchissait au siècle des Lumières. Donc ces lumières-là étaient conjoncturelles. Il y a des éléments à partir desquels on peut fonder encore aujourd'hui la raison, la rationalité, mais il faut aussi pouvoir, évidemment, trouver des solutions concrètes, ponctuelles, actuelles, et puis garder en tête que la vérité absolue n'est pas atteinte, et donc il faut continuer à se questionner et continuer à réfléchir à ces défis. Et pour parler de ces défis, eh bien, j'accueille bien sûr Jean-Louis Lascou, avec qui on va pouvoir échanger sur la teneur de ces défis, sur ce que les médiateurs peuvent faire pour y répondre, mais ce que vous aussi, vous pouvez apporter, parce que ces défis sont des défis lancés au monde entier, c'est-à-dire à tous les citoyens du monde. Alors Jean-Louis, peut-être que tu peux redéfinir ce que c'est un défi selon la définition qui avait été déterminée pour pouvoir constituer l'ensemble de ces défis qui sont finalement très peu, puisqu'il y en a 12. Bien, bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est vrai que quand on parle de la profession de médiateur, il est habituel de penser que le médiateur va intervenir dans la perspective de la résolution d'un différend. Et bien sûr qu'on a fait évoluer notre profession depuis 25 ans vers le fait de développer de la qualité relationnelle. Donc ça veut dire que le médiateur, en fait, c'est quelqu'un qui nécessairement ne va pas être un gestionnaire de conflits,
ne va pas apporter une gestion du conflit. C'est pour ça qu'on attache beaucoup d'importance à trois éléments qui font l'une des devises posturales de la distanciation qu'un médiateur doit adopter. C'est non seulement d'être neutre par rapport à la décision que les personnes vont prendre, d'être neutre par rapport à leur approche d'une situation, les faire réfléchir sur la pertinence, le choix qu'ils vont faire. C'est d'être impartial, évidemment. D'être impartial, c'est-à-dire ne pas être impliqué dans un choix. C'est la raison pour laquelle on a toujours dit qu'il fallait avoir une distance culturelle, une distance donc par rapport à la solution, une distanciation, la distanciation par rapport à des éléments culturels et par rapport aux enjeux et aux intérêts qui occupent les partis. Et puis, il y a un troisième point fondamental, c'est celui de l'indépendance. Hein. Donc, c'est indépendance, neutralité et impartialité. Quand on parle d'indépendance, on parle de quelque chose qui est très sensible dans les relations humaines. C'est dans les relations d'une manière générale par rapport à des autorités. C'est-à-dire, on est indépendant de toute autorité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on nous demande d'intervenir dans un contexte conflictuel qu'on va le faire dans la perspective de faire plaisir ou d'aboutir à quelque chose qui va satisfaire le commanditaire. On a eu ces discussions pendant un moment dans le cadre judiciaire, où il était question de savoir si le médiateur était au service du juge ou au service des parties. Il y avait beaucoup de magistrats, notamment un magistrat qui était très très promoteur de la démarche de médiation dans l'environnement judiciaire, il s'appelait Marc Juston, qui lui était promoteur de l'idée que le médiateur était au service du juge. Et donc, ça voulait dire qu'il n'était pas indépendant. Et ça laisse des traces dans beaucoup d'écoles de médiation, tandis que nous sommes promoteurs de cette idée de cette distanciation nécessaire et très très importante de l'indépendance du médiateur. Cette indépendance, elle implique une indépendance politique, elle implique c'est pas la neutralité, parce que la neutralité, c'est bien par rapport à la solution. On est neutre par rapport à la solution. Et il y a beaucoup de confusion dans les choix de posturaux de la part de beaucoup de médiateurs qui interfèrent. Euh, alors, attends, j'ai eu un petit souci là avec l'oreillette. Une perte d'oreillette, mais ça revient. Donc ça Et, interfère et donc, avec. alors, j'étais en train d'écouter aussi parallèlement Cédric Villani, que tu connais, qui est un matheux, mais qui n'est pas qu'un matheux et que je trouve vraiment très intéressant sur le plan de la réflexion aussi, qui nous occupe. C'est de dire, mais en fait, la profession de médiateur, elle se structure et on contribue à la structuration de tout ce qui est de l'approche nécessaire du rôle sociétal des médiateurs. Alors tu l'exprimais tout à l'heure, et puis ça crée une correspondance entre le fait que l'idée des défis, c'est bien de savoir euh, en quoi un médiateur intervient, non seulement dans cette, je dirais, dans la petite problématique des défis interpersonnels, parce que c'est un vrai défi. Les gens sont là, ancrés dans une relation conflictuelle, et ils se disent, mais c'est pas possible. Ce conflit ne peut pas se résoudre. Et le médiateur intervient, et lui, il a un défi. Et c'est toujours comme ça que j'ai approché les situations conflictuelles qui me sont soumises, c'est de me dire, bah, là j'ai un défi, là, tu vois, j'ai le défi parce que les personnes sont vraiment ancrées dans l'idée que c'est pas possible, on peut pas résoudre ce conflit. Et pendant très longtemps, j'avais pris ça le défi, moi, je suis plutôt très rationnel dans mes approches, en tout cas dans ma réflexion sur les interrelations systémiques. Et je me dis à chaque fois, mais en fait, j'ai là en face de moi des gens qui sont sûrs d'avoir raison, qui sont persuadés qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de résoudre le différend selon leur manière, et c'est fermé. Et donc, je me suis toujours dit que ce défi-là, je le relevais. Et c'est comme ça que j'ai conçu l'idée d'une formation de personnes qui allaient pouvoir relever des défis. Mais je l'avais jamais tellement conceptualisé. Et ce symposium,
dans le langage de tous les médiateurs qui étaient présents, a permis de faire une vraie collaboration, une vraie construction autour d'un ensemble de situations de défis. C'est-à-dire que les personnes ont pu travailler en sous-groupe, ont pu travailler dans cet environnement absolument extraordinaire qu'on avait à Paris, pour pouvoir réfléchir ensemble et savoir dans quel contexte est-ce qu'on pouvait intervenir. Et on s'est aperçu qu'en fait, on avait un ensemble de contextes sur lesquels on pouvait intervenir et qui, à chaque fois, concernent la posture qui défie la situation. Alors, le mot défi, il ne faut pas le confondre avec le mot défiance. Hein. Étymologiquement, ça n'a rien à voir, parce que c'est un défi et la défiance, c'est la méfiance. Hein. Il y a fiance dedans, tandis qu'il y a dans le défi, il y a pas ça. C'est un mot qui est plein, tandis que c'est confondu souvent. Les gens ils disent, ah ben, il y a défi, défiance, c'est un peu pareil. Non, non, c'est pas pareil. Parce que dans la défiance, hein, c'est le même mot que confiance, fiance, défiance, hein, et puis méfiance. C'est-à-dire, il y a une évolution dans la dégradation de la relation, là, on peut le voir. Donc, dans le défi, justement, c'est la posture du médiateur qui est là, pleine et entière. Et c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce symposium, c'est qu'il a été très constructif pour la posture des médiateurs, dans la perspective de ce que tu rappelais, c'est le siècle de l'entente. On a posé l'idée d'un siècle qui est un vrai défi, c'est-à-dire que dans la mondialisation culturelle, on peut voir, c'est un vrai défi. On est confronté à un défi incroyable. On a des outils de communication comme jamais. On peut communiquer d'ici de Savoie où je suis, de Rodez où tu es. On peut communiquer avec l'Afrique du Sud, avec des gens en Martinique, en Guadeloupe, hein, parce que c'est des pays qu'on connaît bien et où on dispense la médiation professionnelle. Le Canada, où on commence à être présent grâce à des interventions de Walter, hein, Walter Gilpin, qui est très porteur de ce projet. Et on communique aussi à Bali, où il y a en présence Edith Delbray qui va animer très prochainement. C'est un vrai défi, hein, la Journée internationale de la médiation professionnelle, la JIP, elle fait ça depuis plusieurs années. Et donc là, on voit bien que on a un ensemble de défis qui ne sont pas seulement des défis de proximité, parce que c'est surtout ça, hein, la médiation commence à être connue dans des contextes de proximité, mais en réalité, elle est déjà présente dans le monde politique, dans le monde international politique. Donc, on peut se dire, mais à quoi peut servir cette culture de médiation? Comment on peut la faire évoluer? Sur quoi un médiateur va intervenir? Alors, c'est l'ensemble des participants de ce symposium ont travaillé et on a pu dégager comme ça l'idée de 12 défis. Et ces 12 défis, tu le disais bien, et j'insiste bien, ils correspondent à une pensée qui est de rationaliser la profession de médiateur. Une profession ne peut exister qu'à partir du moment où elle a une méthodologie, une structure, pas une structure d'État, hein, mais une méthodologie d'intervention, des processus, des invariants techniques pour pouvoir intervenir. Et c'est précisément ce que notre formation permet de faire acquérir aux personnes. Et quand on peut voir les défis qui ont été exprimés, il y en a un particulièrement, moi, qui m'a marqué. Et ça, c'est le défi que je vais commencer par un défi qui est classé, parce qu'on les a classés dans un ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et il y en a un qui peut paraître très étonnant. C'est celui de la résolution, enfin l'intervention sur la résolution d'une problématique grave. C'est celle de la posture du médiateur par rapport à tout jugement. Donc, attends, là, tu me partages ton écran si tu veux bien revenir avant sur une Alors, image. pour te dire, Jean-Louis, pour l'instant, en fait, il n'y a que toi qui voyais ça. Il n'y a que quand je parle que mon partage se met en place. Et comme ça, je pourrais au fur et à mesure annoter
les éléments que tu dis. Donc, tant que tu parles, les personnes ne voient pas le dossier. Ah, d'accord. Ah, c'est formidable, la technique. Non, parce que je te vois en tout petit, je te vois deux fois, mais c'est absolument formidable. Donc, c'est le premier défi, je disais, c'est un défi qui peut paraître être enfin, le défi numéro 7. Hein. Donc, ce défi numéro 7, c'est celui sur l'abolition de la peine de mort. Et c'est très important parce qu'on a eu ce débat, je me souviens, en 2009, de savoir quelle était la position des médiateurs par rapport à la peine de mort. Et il y avait parmi les gens de l'Assemblée à l'époque, un symposium qu'on avait organisé à l'Assemblée nationale, et il y avait à ce moment-là différents politiques qui étaient intervenus. Je ne reviendrai pas sur les politiques qui étaient intervenus à l'époque, mais je reviendrai sur ce débat qu'il y avait eu, qui consistait à dire, oui, les médiateurs doivent être neutres par rapport à la solution qui consiste à appliquer la peine de mort sur une personne. Moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas que quelqu'un se retrouve coupé en deux en mon nom. C'est-à-dire quoi qu'il ait fait, je ne veux, en mon nom, je ne sais pas si cette personne est coupable. Il y a des personnes qui ont dit qu'il était coupable, et il se trouve que, par exemple, hein, Christian Ranucci, quand j'avais 19 ans, il a été coupé en deux, en mon nom. Et ça a toujours été pour moi une grande agression émotionnelle de me dire que quelqu'un a pu être coupé en deux comme ça, alors qu'il disait qu'il était innocent et qu'il y a eu un livre de Gilles Perrault qui s'appelait Le Pullover Rouge, qui s'appelle toujours Le Pullover Rouge, et puis qui démontrait qu'il y avait quand même un grand doute, non pas un doute émotionnel, non pas un doute expérientiel, mais un doute vraiment rationnel sur le fait que ce garçon pouvait très bien être innocent. Et donc, on voit bien aux États-Unis aussi le nombre de personnes qui sont exécutées et qu'après, plus tard, on s'aperçoit qu'en fait, ce gars-là était innocent. On a vu qu'il y avait des personnes qui ont fait 40 ans dans le quartier des condamnés à mort et puis qui, en fait, après, plus tard, on a pu, avec les systèmes ADN, il a pu être établi que ces gens-là étaient innocents. Je me souviens aussi de l'exécution de Stanley Tookie Williams, qui était un chef de gang aux États-Unis et qui a été condamné à mort sur quelque chose où il a toujours dit qu'il était innocent. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, que les médiateurs puissent être porteurs de ce projet qui est l'abolition universelle de la peine de mort. Donc ça, c'est vraiment un point qui a fait l'unanimité. Et ça m'a fait très plaisir d'entendre l'unanimité euh, des participants de ce symposium pour dire oui, on est d'accord pour porter ce projet qui est d'exiger de la part de tous les pays sur la planète c'est l'abolition de la peine de mort. Et on sait bien qu'il y a des environnements où les gens se font couper en deux au sabre, qu'il y a des gens qui se font pendre en public et qu'il y a des gens qui se font électrocuter sur des chaises, dans des environnements très, très cachés, derrière des vitres, avec d'autres gens qui se font gazer. C'est absolument abominable de pouvoir imaginer ça, alors que ces personnes sont probablement peut-être innocentes, ne serait-ce que d'avoir le doute. Le doute doit leur bénéficier, et dans tout état de cause, on peut pas on peut pas avoir des sociétés criminelles. Alors, au-delà du doute qu'il peut y avoir sur la culpabilité d'une personne, il y a un autre aspect quand même qui est fondamental en médiation professionnelle, c'est qu'à partir du moment où on considère qui est l'autre en face de soi, ce jeu, eh bien, on considère d'abord que c'est un apprenant. Donc, rendre irréversible une situation, une décision avec la peine de mort, c'est nier le fait que la personne peut apprendre. Et ça revient donc à considérer que certains peuvent avoir le pouvoir de vie ou de mort, quelle que soit la capacité d'une personne à pouvoir évoluer dans le temps. Alors que ce que l'on considère nous, c'est que au contraire, une personne à partir du moment où elle est sur cette terre, eh bien, elle peut apprendre, elle peut évoluer, elle peut découvrir, elle peut donc changer.
Et nier ça par la peine de mort, c'est revenir au simple fait que finalement, Mm. l'homme serait déterminé. Alors que non, l'homme est un apprenant Donc, systématique. oui, c'est vrai, et je dirais que le contexte politique, le contexte d'actualité a été important, puisqu'on a pu voir il y a eu un hommage qui a été rendu à Robert Badinter, et je rappellerai quand même que la France a été l'un des derniers pays européens, voire le dernier, à abolir la peine de mort. Et donc, c'est vrai que on peut se faire porteur de ce projet, d'autant plus qu'en 2026, il y a un projet auquel les médiateurs professionnels participeront, en tout cas avec les organisations, la CPMN et donc le PMN et puis toutes nos organisations participeront à ce projet qui est de demander, d'exiger. C'est pas une demande, hein, c'est vraiment quelque chose qui est l'un des points fondamentaux de l'approche des médiateurs qui ne jugent pas et qui sont ni juges, ni bourreaux, ni complices de ce genre de crimes sociétaux. Parce que c'est un crime sociétal. Et on le voit bien, c'est pas pour rien que ça a été aboli. Ça a été demandé déjà depuis très longtemps, l'abolition de la peine de mort. Hein. Moi, je me rappelle Jérémy Bentham, qui sera le prochain parrain des médiateurs professionnels en 2026, qui lui était aussi un pourfendeur de la peine de mort. Victor Hugo, et puis il y en a bien d'autres, hein, Louise Michel, enfin beaucoup de personnes ont véhiculé cette idée. Et Robert Badinter a réussi à le faire passer en droit français. C'était déjà passé dans beaucoup de pays européens. Et donc maintenant, c'est à nous de faire œuvre de réflexion auprès des personnes pour que tout le monde se dise, oui, c'est vrai que c'est quand même très problématique, qu'on accuse quelqu'un avec un ensemble de faits, ça, c'est possible, hein. Mais comme le disait Poincaré, c'est un mathématicien au passage, comme le disait Poincaré, avocat aussi, il y en a d'autres, parce que c'est pas forcément les mêmes Poincaré, qui disait que, bien, en fait, un ensemble de preuves, ça fait pas une culpabilité, de même que un tas de pierres, ça fait pas une maison, alors qu'une maison, ça peut être un tas de pierres. Mais un tas de pierres, ça fait pas une maison, donc un ensemble de preuves, ça fait pas une culpabilité. Et c'est vrai que c'est très intriguant parce qu'on a vu des gens qui ont pu être condamnés avec un ensemble de preuves, de faits convergents. Mais c'est pas pour autant que ce soit vrai. Alors tu rajoutes quelque chose qui est essentiel, c'est celui que une personne évolue, une personne peut apprendre et peut aussi prendre conscience. Et c'est le rôle de la société. Maintenant, c'est vrai qu'il y ait une vengeance individuelle. Je peux tout à fait comprendre la vengeance individuelle, mais il ne faut pas que ce soit endossé par le collectif. Alors, c'est ce que je dis là, je sais que ça peut être très polémique, mais de fait, je comprends, hein, je peux comprendre très très bien la situation d'une vengeance personnelle. Mais je dis aussi que dans tout état de cause, il faut que les gens réfléchissent, il faut que les gens apprennent, et c'est comme ça que notre société évolue. Hein. Hier, on se disait que l'esclavage, c'était quelque chose, une fatalité. On a pu le voir, hein, ça a pu être évoqué. Schellcher, qui a été un pourfendeur de l'esclavage, a été avant quelqu'un qui disait, bah, oui, il y a des gens qui sont esclaves par nature. Et aujourd'hui, c'est encore l'idée. Il y a encore des gens qui ont cette idée-là. Donc, c'est à nous, médiateurs, aussi de participer à cette discussion sociétale. Donc, ça, c'est un vrai défi. Alors en plus, on pourrait le coupler avec un autre élément dont on a parlé sur un autre hebdo, qui était la liberté des uns s'étend à travers celle des autres. Donc tant qu'il y a une contrainte qui réprime ce type de liberté, eh bien en fait, on pourrait considérer, en tout cas, c'est ce que moi je considère, que tant qu'il y a cette contrainte-là, cette privation de liberté de vivre, eh bien je suis aussi limité dans ma liberté. Voilà. Donc, on peut passer. J'ai changé la hiérarchie euh, de, des 12 défis parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors du symposium, eh ben, ça a commencé par ce défi-là, en fait. Hein, parce que c'était Anne-Gaëlle Wolf qui avait présenté le défi, qui était très touchante. Euh,
sur le plan émotionnel, on voit bien que elle est avocate et médiateur professionnel. Elle avait été très touchante pour exprimer ce défi-là. Alors, on peut passer, maintenant, on peut reprendre le déroulement de nos défis, qui est un défi qu'on peut comprendre, hein, parce que c'est le défi de l'égalité des droits sans discrimination. Ça, c'est dans l'organisation de notre réflexion, c'est qu'on avait mis ce défi, ce premier défi, qui est émergé comme ça, la discrimination. Il y avait parmi nous des Africains, il y avait des gens qui venaient d'Asie, il y avait des gens d'un peu partout du monde. Et c'est vrai que la discrimination, elle peut porter déjà sur la couleur de peau, hein, sur la culture. Elle peut porter aussi sur le fait de t'es homme ou t'es femme. T'as des attirances sexuelles qui sont pas considérées comme normales par les uns ou par les autres, hein, parce que pour certains, la sexualité, ça doit être destiné à la reproduction. Mais, mais en fait, le plaisir de l'humanité, on le voit bien avant. On voit bien chez les Grecs à l'époque de l'Antiquité ou les Romains, eh ben, il y avait moins de problèmes sur le plan de la relation homosexuelle. Et donc on a vu tous ces débats qu'il y a eu. Il y a quelques années encore, il y avait des gens qui étaient condamnés parce qu'ils avaient, malgré eux, dans leur vie, c'est une attirance. Et donc ça, c'est vrai que la discrimination, elle est présente et elle ne devrait pas être un débat. Parce qu'en fait, c'est qu'est-ce qui fait un humain à chaque fois? C'est qu'est-ce qui fait un humain? Est-ce que l'autre, ça le prive de son humanité? Le fait d'être femme, d'être homosexuel, d'être noir, d'être de pays d'outre-Atlantique ou outre-Méditerranée, c'est quoi ce genre de choses, ce genre de comportement? Donc la discrimination, elle peut arriver à tout moment. La discrimination, ça peut être une discrimination par l'âge aussi. On voit bien que dès lors qu'il y a une différence et qu'il y a une personne en posture qui se déclare d'autorité, elle peut faire de la discrimination. Ça, c'est quelque chose qui doit rentrer aussi dans les défis des médiateurs, parce que c'est un vrai défi quand on fait une médiation et qu'on se retrouve face à quelqu'un qui ne sait pas faire autrement que de discriminer. Et comme le disait, je crois, que c'était Jacquard, on ne naît pas discriminant. On ne naît pas raciste. Donc, si le racisme, ça s'apprend culturellement, mais les gens, ils s'en rendent pas compte, mais ça s'apprend. De même que tout ce qui est de la moquerie, c'est des choses qui s'apprennent. Et si on laisse faire certains comportements, eh bien, on fait en sorte que des gens apprennent à être discriminants. Et ça, le médiateur, lui, a un travail à faire là-dessus. Ah, il y a un sous-défi, on pourrait dire, à l'intérieur de ce défi, qui était de dire égalité des droits sans discrimination, mais c'est aussi garantir l'unité sans imposer d'uniformité. C'est-à-dire que chaque individu est un autre et il faut le considérer en tant que tel. Il n'y a pas de norme qui vient régir la manière dont chacun doit être. Donc, sans discrimination, ça veut aussi dire ça. Pas d'uniformisation. Alors ça, c'est encore un défi plein et entier. On va le revoir tout à l'heure. Mais alors le deuxième défi, hein, le défi numéro 2, parce qu'on avait commencé par le défi numéro 7, hein, donc je reviens un, 2, et le deuxième défi qui avait été identifié par l'ensemble des personnes qui étaient présentes, c'était de créer un consensus sans vérité absolue. Mais c'est absolument le grand défi de la résolution d'un différend. Alors, on a eu des réflexions tous les deux sur ce point-là. On y reviendra sur d'autres vidéos sur savoir comment des médiations se terminent. Parce on sait comment des médiations se terminent. On a des issues, on en a déjà parlé, mais on va y venir parce que on a affiné cet aspect des choses. Et donc, c'est un point sur lequel nous pourrons revenir. Donc là, c'est créer un consensus sans vérité absolue. C'est-à-dire que c'est ce qui nous amène à faire la différence entre la vérité et la réalité.
C'est-à-dire que la vérité, elle est idéologique. Il y a une confusion très souvent entre ces mots, entre qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est la réalité. Hein. On voit que des personnes qui pensent que ça, c'est la vérité. Non, attends, revenons-en. De quoi tu parles? Tu parles de ce qui est vrai au nom de ce qui est réel, au nom, ou alors de ce qui est vrai pour toi, du fait de ton expérience, de tes croyances, de ta manière de voir les choses. Hein. Et c'est la différence entre le réel et le vrai. Et donc, il ne peut pas y avoir de vérité absolue. On voit bien que ça change, ça évolue, la relation à la vérité. Et même, il y a des discussions sur les points de vue scientifiques. Quand on approche un sujet, une thématique, sur le plan mathématique, par exemple, on voit bien que même les maths, ça fait l'objet de discussions sur la manière d'aborder un problème. Je le vois, par exemple, hein, bon, je vais prendre un exemple justement exprès sur le plan géométrique. Quand je dis, ben, je dois aborder ce sujet-là de telle manière. L'exemple, c'est le ruban de Mobius. Hein, c'est un ruban, quand on inverse les côtés, ça fait plus qu'il n'y a plus qu'une seule face et qu'un seul bord. Donc je travaille là-dessus, hein, je pourrais partager ça avec des personnes que ça intéresse, mais on aborde le sujet en disant un ruban de Mobius ne s'aborde que quand il est lisse. Et donc, moi, je l'ai approché sur une autre manière de faire. Quand j'ai des discussions avec des gens qui sont très académiques, ils disent, ah ben non, ça, c'est plus le ruban de Mobius, c'est une autre configuration géométrique. Et on voit bien que la manière d'aborder un sujet, il est empreint d'une approche qui se veut rigoureuse dans un contexte donné. On l'a vu aussi, par exemple, en sciences, en médecine. La médecine d'une époque, elle était considérée comme étant rigoureuse. On a bien vu les médecins chapeau pointu, hein, d'une certaine époque, qui priaient à côté parce qu'ils disaient que ça faisait partie du remède. Et c'était pour eux une vérité absolue. Et donc, le médiateur doit être très attentif à ça, de façon à ce que, quand on aborde le consensus, eh bien, un consensus, ça veut dire vraiment qu'il y a un accord, une entente. Et les gens ne peuvent pas se dire, vraiment, enfin, les gens, ceux qui font de la médiation, doivent bien avoir en tête que même l'accord l'entente qu'ils ont pilotée, qu'ils ont accompagnée auquel les gens sont arrivés, eh bien, c'est une entente qui peut être de circonstance. Et ça peut être étonnant parce qu'on peut se dire, tiens, un jugement, il est définitif, mais c'est complètement illusoire parce que la plupart des gens, quand on voit les décisions en matière civile, c'est 60% des jugements qui ne sont pas appliqués. Alors là, c'est quand même du lourd. C'est-à-dire qu'en fait, la décision arbitrale ne fonctionne pas. Donc, on en arrive à l'idée de la médiation. Et moi, ce que je dis, c'est que le côté définitif d'une entente en médiation n'a un côté définitif que d'une manière circonstancielle. Ça peut être définitif, mais ça peut être momentané. C'est-à-dire que rien ne dit que demain, des gens qui continuent d'être en relation ne vont pas faire évoluer leur entente et ne vont pas avoir besoin, encore une autre fois, de l'intervention d'un médiateur. Donc il n'y a pas de vérité absolue, mais le consensus n'est pas quelque chose qui fige dans l'histoire par rapport au passé, c'est quelque chose qui évolue dans le futur. Et ça, c'est quelque chose que les médiateurs doivent bien avoir en tête, de façon à savoir ce qu'ils accompagnent. Ça, c'est le défi numéro 2, hein, qui pourrait bien inspirer du monde dans la vie politique. Et c'est pas forcément facile pour les politiciens de se dire que ben, les lois qu'ils font, par exemple, voter à l'Assemblée nationale, ne sont que des lois qui vont perdurer dans la durée de leur mandat, hein, et que le mandat suivant, je me souviens par exemple de lois extraordinaires auxquelles j'avais participé dans des rédactions, sur la loi Quillot par exemple, hein, pour les locataires et les propriétaires, qui est également pour tous les logements, la protection des droits des personnes dans les logements. Eh bien,
Et ces lois, elles ont éclaté, elles ont disparu, elles ont évolué. Et ça a duré le temps du mandat des personnes qui avaient maintenu de l'Assemblée nationale. Et ils ont fait changer les choses. Pas forcément en mieux, et c'est bien la problématique, mais n'empêche que on voit bien qu'il y a que même des choix qui sont vraiment pilotés par la raison, hein, et par la protection des droits des personnes, ben, peuvent évoluer. C'est fragile, et donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que quand on fait évoluer une réflexion, quand on aboutit à une entente, eh bien ça peut évoluer. Et donc les médiateurs sont porteurs de cette idée-là que c'est pas fragile, un accord n'est pas fragile, mais il est valable le temps que les personnes le maintiennent. C'est un vrai défi. Donc après, on a un troisième défi qui est absolument magnifique. Je dirais que c'est le défi de ma vie. qui est C'est, d'enseigner la liberté, c'est de enseigner la transmettre, liberté. c'est transmettre l'autonomie sans l'imposer comme norme, encore une fois, hein. Mais il y avait ce matin d'ailleurs une discussion sur l'utilisation de l'IA par les collégiens et le représentant de l'éducation, d'une éducation nationale où je me rappelle plus qui était, redisait, s'il était besoin de le dire, qu'en fait, l'essentiel, c'est de pouvoir apporter des éléments qui permettent à chacun d'avoir un esprit critique et donc de ne plus être contraint par une pensée qu'ils n'auront pas remis en cause, par ne plus être contraint par des dispositifs techniques ou technologiques qui finalement les enferment. Donc c'est enseigner la liberté, c'est un vrai défi auquel les médiateurs sont tenus quand ils accompagnent, que ce soit pour la résolution d'un conflit ou même pour accompagner des personnes à la qualité relationnelle. L'un des premiers éléments, c'est leur permettre de prendre conscience, d'acquérir des outils rationnels de manière à pouvoir réfléchir par eux-mêmes et décider par eux-mêmes. Alors la liberté, tu vois, que je pense comme ça, on pourrait se dire, on pourrait créer une matière qui s'appellerait la libertologie, la libertologie, on pourrait réfléchir. Décidément, j'ai un petit souci avec mon oreillette. Euh, et, et quand, Oui, tu as un souci avec ton oreillette, mais tu es revenu, a priori. voilà, voilà. Donc la liberté, c'est quelque chose qui s'apprend. Quand j'ai dit ça un jour lors d'une conférence, il y a une personne qui dit, mais comment ça, la liberté, c'est un droit fondamental. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est un droit illusoire. Oui, en quelque sorte, si on veut. Mais d'abord, c'est un droit, mais c'est comme l'enseignement, c'est comme l'éducation, hein. C'est-à-dire que, d'une manière globale, tout le monde doit avoir accès à l'éducation, à l'instruction. Une instruction qui doit être, là c'est assez dévoyé parce qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'écoles privées qui sont très très embarquées dans des croyances, etc. Mais pas toutes, hein, mais il y en a qui sont très très bonnes malgré quoi qu'elles soient justement encadrées dans des environnements qui sont a priori religieux. J'ai pu constater qu'il y avait des écoles qui véhiculaient vraiment une approche de l'enseignement de manière rigoureuse. Et donc je veux pas critiquer la privatisation, quoique je me dis que c'est quand même l'État, c'est quand même la République, le partage qui doit donner l'enseignement. Et mais dans cet enseignement, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, enfin pas qu'une chose, mais principalement ce dont on prend conscience, c'est la relation à soi, la compréhension de la relation à soi. Et c'est quoi la relation à soi? Eh ben, c'est déjà mieux comprendre comment on fonctionne pour pouvoir mieux exercer notre liberté. Parce que c'est ça la perspective. C'est je ne suis libre que si je sais déjà mieux interférer sur mes états émotionnels, sur ma manière de percevoir le monde, de vivre les choses en moi, et après d'interagir avec le monde. Et je suis d'autant plus empêcheur de liberté quand moi-même, je me restreins, je me punis. J'ai pu voir avec stupéfaction
des hommes politiques qui portaient, tu sais, cette espèce de truc-là, religieux, de certaines sectes religieuses chrétiennes, à la jambe, où ils se mettaient des choses avec des pointes, des trucs pour se punir, se punir de tout de tout leur tourment, et donc de se faire du mal. Ben, inévitablement, ces gens-là, quand ils se punissent, quand ils se flagellent comme ça, ils ne peuvent être que des punisseurs aussi. Tous les gens qui sont fanatiques, tous les gens qui ont des positions arrêtées, enfermées, ils se font du mal intérieurement. Ils vivent mal la relation à la réalité. Ils sont même prêts au sacrifice de leur propre vie pour défendre leurs idées. Et là, on voit bien que ce sacrifice en soi, cette grosse problématique de la relation à soi, eh bien, elle interfère sur la manière dont on se comporte vis-à-vis de l'extérieur. Tel je me comporte avec moi, tel je me comporte avec les autres. Il n'y a pas de mystère. Si quelqu'un est dur avec les autres, tu peux être sûr qu'il est dur avec lui-même. Et ça, c'est pas très très bien vu. Mais par exemple, moi, je vois quand on peut imaginer des gens qui vont violenter, mais je ne parle pas de viol, je parle de violence. Mais le viol aussi, mais le violence dans des manifestations, hein, que ce soit de l'ordre des manifestants ou de l'ordre de la police, des gens qui font des violences vis-à-vis des autres, il est évident qu'ils se font violence aussi et qu'ils vivent mal leur relation à la vie, même quoi qu'ils disent. Donc ça, c'est la liberté en soi qui est restreinte. Et la liberté, c'est quelque chose qui s'apprend. Je l'ai découvert, et donc j'avais répondu, évidemment, que comme on apprend la géographie, comme on apprend les maths, comme on apprend la science, la biologie, comme on apprend l'alphabet et les jeux des chiffres, eh bien, on peut apprendre ce que c'est que d'être libre. Mais c'est vrai que c'est une matière qui n'est pas réfléchie aujourd'hui, qui n'est pas structurée. Et nous, on a travaillé cet aspect-là. On aide les gens à être plus libres dans leurs décisions. Et ça fait une grande différence. Et il y a quelque chose que je rajouterais sur la liberté. C'est savoir utiliser le doute. Et ça, on y reviendra, mais c'est fondateur. J'ai compris en lisant Descartes, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris l'enjeu qu'il y a dans l'usage d'un doute rationnel pour pouvoir mieux être libre. C'est-à-dire, le doute est libérateur. Il est pas le doute émotionnel, il est enfermant, il fait peur, il fait craindre. Hein. Le doute expérientiel, il limite. Le doute rationnel, il nous permet de nous dire, ah, là, il y a un point d'interrogation, ça n'est pas sûr. Mais il permet de faire des distinctions entre les différentes choses. Et ça ne veut pas dire que on va douter de tout, parce que c'est encore une problématique. Douter de tout. D'ailleurs, un jour, une personne qui me dit, mais tu sais, moi, je pourrais peut-être traverser un mur un jour. Bah, je lui dis, bah, tu peux faire l'expérience tout de suite. Tu vas tout de suite comprendre que le jour, il n'est pas venu, et puis que ça, il va se passer plusieurs siècles, hein, avant que on puisse se reconstituer de l'autre côté du mur. Bien. Donc là, il y a des choses, c'est pas la peine de douter. Alors, je vais pas aborder toutes les croyances, mais c'est vrai que quand je vois des personnes qui disent, il y a des personnes qui construisent, qui inventent ou qui acceptent en héritage qu'une entité invisible, ils imaginent quelque chose comme ça qui piloterait leur vie, ben, là, je me dis, ben, tu peux utiliser ton doute rationnel pour pouvoir te reposer sur le fait que non. Tu vois, tu peux très bien commencer à réfléchir et puis à reposer des choses qui sont acquises et qui vont te permettre de mieux piloter ton existence, tout en étant libre. Et c'est pour ça qu'il y a des enjeux importants à inscrire dans les programmes scolaires, non pas des formations de développement personnel comme ça, avec tout ce qu'il y a, toute la soupe qu'il peut y avoir là-dedans dans ce domaine, non pas, non pas de la tolérance, hein, vis-à-vis de l'autre, mais vraiment à affiner toutes les réflexions de ce que c'est une personne,
comment elle fonctionne réellement, concrètement, je dirais, sur le plan des neurosciences. C'est quelque chose que les enfants peuvent très bien comprendre, hein, comme ils apprennent à compter. Ils peuvent très bien comprendre comment ça fonctionne. Il suffit de leur montrer comment une boutique cérébrale déjà fonctionne. Et puis déjà, rien qu'avec ce qu'on sait, on peut introduire des réflexions sur ben, c'est pas facile d'être libre. C'est pas facile d'être libre. Et c'est là où, quand on dit c'est pas facile d'être libre, eh bien, ça veut dire que ça s'apprend. Ça, c'est un vrai enjeu. Et les médiateurs, justement, travaillent sur la liberté de décision. Donc, c'est un aspect fondamental de la profession de médiateur et de l'ambition, du défi de la profession de médiateur. Alors, on va avancer parce qu'il nous reste encore pas mal de défis à évoquer et Oui, on en a vu quatre en fait, hein. On va regarder dans la liste celui qui est indiqué le quatrième, c'est-à-dire réduire les conflits à un niveau non belligène. C'est-à-dire assurer la sécurité sans légitimer la guerre, ce qui est fondamental. Là, on en revient presque aux situations de peine de mort, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une guerre qui vient détruire, on nie le fait que chaque personne peut évoluer. Donc, il peut y avoir des dissensions, des confrontations, mais si elles sont de l'ordre de l'éradication de l'autre, eh bien, là, on est dans une société qui est belligène, tout simplement, et qui donc nie la possibilité de chacun d'évoluer et de trouver une entente. oui, c'est un défi qui est pas simple parce que quand on dit non belligène, effectivement, on dit non guerrier. Un défi comme celui-ci, c'est un défi qui est politique, qui nous fait intervenir sur le fait, où, par exemple, sur la scène internationale, euh, c'est la formation des politiques. Tu vois, il y a, et ça te fait sourire, ça rentre dans nos discussions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut voir que dans une situation de crise comme on est en France, c'est pas seulement une crise française, c'est une crise qui est beaucoup plus large que ça. C'est une crise de l'intelligence, d'abord. C'est une crise de l'instruction des hommes politiques, de la formation des hommes politiques, de ceux qui sont formés. Je dis, ils font pas exprès d'être comme ils sont, hein. On peut leur prêter toutes les intentions du monde, mais en réalité, pour pouvoir avoir des intentions, il faut avoir une conscience. Et on l'a vu tout à l'heure, bah, la n'est pas là, dans les formations, et pour pouvoir développer, nourrir sa conscience de soi. Et donc, quand on voit sur les scènes internationales le fait que dans un monde qui est complètement culturellement très élargi, on voit on peut communiquer avec tout le monde, etc. Donc, dans ce monde-là de communication, c'est important qu'on puisse savoir comment on va se comporter, si on va cultiver une adversité vis-à-vis de gens, entre gens qui gouvernent et embarquer la population. Parce que c'est ça, c'est des gens qui s'entendent pas dans des contextes de décision, eh bien, ils embarquent une partie de la population. Notamment, ils utilisent des tiers, hein, notamment les petits soldats, des gens qui s'engagent comme ça, assez naïvement, de manière sacrificielle, pour pouvoir aller représenter la nation et aller, au nom de l'incompétence de personnes sur le plan politique, d'aller faire des guerres. Donc, c'est vrai que là, on a affaire à une autre problématique qui est de la formation de base à l'école, mais aussi la formation des gens qui font de la politique et puis qui décident des choix hein, entre les nations qui aujourd'hui font la répartition de la surface planétaire. Donc là, il y a une vraie question et je renvoie les personnes que ça intéresse sur la Journée internationale de la médiation professionnelle qui va avoir lieu le 20 janvier, pilotée par Edith Delbray, où il y aura des ambassadeurs, des ministres des Affaires étrangères, pour parler de cette problématique de la médiation internationale, pour pouvoir justement relever ce défi
qui est de réduire l'intensité conflictuelle à un niveau non belligène. C'est quelque chose que si on l'étend, hein, donc dans les rôles du médiateur au quotidien, évidemment, quand on intervient dans des conflits de voisinage, dans des conflits interpersonnels, ben, c'est absolument ce qu'on fait. Et ça participe de l'ancrage de la profession de médiateur. À savoir que l'idée n'est pas de remplacer les personnes qui sont en décision, parce que il faut être motivé pour occuper un poste, pour occuper une fonction. Il faut avoir envie de faire ça, donc c'est super. Moi, je dis, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai pas cet appétit d'intervenir dans la vie politique en tant qu'élu, etc. Mais je trouve ça, c'est super que des gens veuillent s'occuper de la vie des autres de cette manière-là. Moi, c'est plutôt ce côté enseignement que j'ai, ou ce côté de conception, de recherche sur le plan de la médiation et puis de ces outils de l'ingénierie systémique relationnelle. Mais je trouve que ça serait important que ces gens-là soient formés et qu'ils aient une formation nécessaire à l'entrée en mandat, même peut-être des candidats. Eh ben, est-ce que tu as suivi la formation? Non, tu peux être candidat que si tu as servi la formation. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme le permis de conduire. Euh, c'est aussi important que le permis de conduire. Je veux dire, c'est plus, c'est moins, etc. Je ne veux pas évaluer, mais je pilote une voiture. Il me faut un permis, tu vois. Et il me faut une formation. Eh ben, quand même, pour piloter la vie politique, c'est quand même du lourd, quoi. Donc, moi, je dirais, tu veux piloter ça, ben, suis une formation aussi. Tu vas avoir un rôle, tu vas comprendre, tu vas avoir un rôle de médiateur. Et là, tu as une responsabilité sur l'état de la manière dont les gens vont se comporter dans ta municipalité, dans ton département, dans ta région, et puis dans ton État. Voilà. Donc, c'est vrai que la conduite de la vie politique, c'est très important dans ce domaine-là. Donc, le défi numéro 4 est fait. C'est après, maintenant, on a le défi numéro 5. Le défi numéro 5, qui est une société éthique sans surveillance. C'est produire de la confiance sans contrôle. Alors ça peut paraître étonnant de dire il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura pas de surveillance. Mais là aussi, il y a une volonté, une nécessité de pouvoir former, donc que les gens puissent apprendre en fait ce que c'est une société éthique, de manière à co-construire ensemble des éléments qui sont de l'ordre de l'éthique partagée, universelle. Alors, c'est vrai, sans surveillance, mais il faut dire aussi sans corruption. Hein. On a vu, là, il y a un certain nombre de procès qui ont emmené quelques politiques, je ne veux pas seulement dire Sarkozy, mais déjà Balkany aussi était allé, il y en avait d'autres qui sont allés. Hein. On a vu, il y a à cette occasion-là de l'incarcération de Sarkozy, il y a eu d'autres hommes politiques qui ont parlé sur la manière dont ils ont vécu la prison. Voilà, ils ont dit que c'était pas le Club Med. Bah oui, bah on sait ça que c'est pas le Club Med, ça s'appelle une prison. Donc, bon, on voit le confort dans lequel l'ancien président, enfin, pourquoi dire l'ancien président? Pourquoi dire Nicolas Sarkozy est amené à faire son incarcération? Je veux dire, c'est quand même du tourisme d'existence. Hein. Donc, c'est une manière. Il dit, bah, je vais écrire un livre. Voilà, bon, à peine il est rentré, il a déjà une perspective d'écrire un livre. Donc c'est l'idée, c'était ça. Je vais pas m'étendre là-dessus. C'est dire une société éthique. Tu vois, l'éthique. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce que c'est que l'éthique. Et quand je dis ça, je dis ben, au plus haut niveau des discussions, ils confondent l'éthique et la morale. On dirait qu'ils n'ont pas lu Spinoza. Alors, ils vont tous dire, oh bah si, 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 j'ai lu Spinoza, etc. Ah bah non, non. Parce que c'est pas parce que tu as lu Spinoza que tu as compris l'esprit dans lequel Spinoza écrivait. Et Spinoza écrivait à son époque. Donc sur une discussion fondamentale, qui était la relation à la religion. Mais c'était pas ça, la pensée de Spinoza. La pensée de Spinoza, c'est sur l'ensemble des idéologies. Parce que, évidemment qu'à l'époque, il y avait une telle violence religieuse. Hein, il faut bien se rappeler quand même il faisait chaud hein, sur les bûchers. Donc c'est quand même, tu vois, Descartes, il se barre parce que il se dit, attends, ça sent le cramé quand même quelque part. Il y a pas longtemps, Giordano Bruno, pour une histoire
pour une histoire de cosmologie, mais aussi d'adversité avec des personnes qui étaient proches de l'Inquisition, qui ont réussi à faire des manipulations. Giordano Bruno se retrouve sur le bûcher à Rome. Aujourd'hui, il y a une place qui commémore Giordano Bruno. Et l'Église ne s'en est toujours pas remise d'ailleurs de cette affaire, hein, de l'exécution vive, parce qu'ils n'ont pas fait de cadeau à Giordano Bruno. Ils l'ont même pas exécuté avant de le faire brûler. Ils l'ont laissé brûler vif. Donc c'est quand même très très cruel. Donc ça c'est l'éthique. Pour en revenir à ça, l'éthique ça touche à tous ces aspects-là. Tout à l'heure, bon, j'évoquais aussi la peine de mort. Tu vois, ça c'est vraiment un lien. C'est l'éthique, c'est pas la morale. La morale, elle est complètement liée à des idéologies. Elle est complètement liée à, à des religions, à des aspects de c'est bien, c'est mal. C'est pas ça l'éthique. L'éthique, c'est une réflexion en profondeur sur la manière dont on est en relation en société. Et c'est la différence avec la philosophie. Bon, je vais pas dire les philosophes d'aujourd'hui, je vais pas aller tacler, quoique ça me donne envie quand même de tacler un petit peu Michel Onfray, pour lequel j'ai eu beaucoup d'admiration pendant un temps. Maintenant, je me dis, il a complètement pété un câble, hein. Il est fascisant. Et il s'en rend même pas compte, hein. Il s'en rend pas compte qu'il adopte des positions qui sont quand même très problématiques, hein. Mais il a oublié ce que c'était que la philosophie. Il a trop appris et il a véhiculé ça comme étant des leçons de morale. Or, la philosophie, c'est un questionnement sur la relation au sens de la vie. Et l'éthique, c'est un questionnement sur la relation au sens de la vie en société. Donc, d'un côté, tu as la science le côté de la relation au sens de la vie d'une manière générale. C'est Pythagore qui donne ce nom, enfin, c'est ce qu'on dit de Pythagore. C'est lui qui aurait donné ce nom à la philosophie. Pour dire, j'aime la sagesse, je ne suis pas sage. Hein, on peut comprendre ça parce que pour être sage tout le temps, c'est pas évident. Parfois, ça donne envie de tacler un certain nombre de personnes qui sont pas ça, qui sont loin de l'éthique et loin de la philosophie. Donc en société. Donc voilà, l'éthique, c'est quelque chose qui amène à réfléchir sur le sens de la vie en société. Et ça veut dire que, eh bien, le doute dont il était question tout à l'heure, oui, c'est vrai qu'il est là, il me pilote, il est l'agent de réflexion, et puis il est l'agent aussi, le moyen en éthique de pas faire de discrimination, de pas faire de jugement à l'emporte-pièce, etc. Hein, et de tout ce qu'on vient de dire au-dessus et ce qu'on va dire en dessous, l'éthique est fortement présente. Et sans corruption, sans surveillance ni corruption, ça ne veut pas dire sans surveillance, évidemment, que il faut réfléchir en termes d'éthique. Et quand on voit ce que ça veut dire sans surveillance, hein, c'est savoir déjà bien former les personnes dans tous les domaines, de façon à pas avoir ce qu'on a, cette une société qui devient aujourd'hui de plus en plus coercitive avec des contrôles. Je voyais tout récemment la plainte même de certaines professions avec tous les documents CERFA. Tu vois? Je prendrais juste ça. C'est ça le contrôle, hein, sans surveillance. C'est ce qu'on veut dire. Ça ne veut pas dire sans avoir des gens qui vont être attentifs au bon fonctionnement de la vie en société. Moi, j'aimais bien le nom de gardien de la paix, mais je déteste le nom de force de l'ordre. Tu vois? Et donc, tu vois, c'est ça. Savoir faire la différence entre les différents concepts. Alors, je vais pas approfondir, on pourra en rediscuter. Si ça vous intéresse, vous pouvez partager avec nous la discussion et on approfondira ensemble. Alors, le sixième défi que la profession de médiateur se lance et lance à tout le monde, c'est une justice sans exclusion. C'est de réguler les différends sans supprimer l'acteur. C'est donc de pouvoir maintenir en fait l'acteur dans ce qu'il a pu faire ou pas et d'être vraiment confronté, mais pas simplement confronté. C'est de pouvoir être partie prenante de la justice qui se met en œuvre. C'est donc de lui laisser la liberté d'être un citoyen, un autre,
à part entière dans un contexte qui est une justice, mais pour lequel il aura sa propre place. Alors tu vois, c'est fondamental. Encore une fois, et on voit bien qu'on intervient sur des fondamentaux de la vie en société. Et il faut que les médiateurs s'approprient ce référentiel, parce que comme ça, ils sauront mieux dans quel contexte ils vont intervenir. On a vu lors du symposium quelque chose d'absolument formidable, marrant, à un moment donné, parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, euh, il faudrait que les trafiquants de drogue puissent être formés à la qualité relationnelle. Bien. C'est vrai, mais les gens étaient bien conscients de l'épaisseur de de leurs souhaits et de la naïveté que ça pouvait. Je sais pas, Jean-Louis, j'ai l'impression que tu es un peu figé. Effectivement, c'était un peu naïf Choses de pour dire, pouvoir... Ah, ça y est, tu es revenu. Il y a eu une petite coupure. alors, j'ai un petit souci de micro, non? Alors, c'est plus que Non? le micro, c'était ta connexion qui était un peu défaillante. Donc, voilà, Alors, tu es... ah oui. Alors, donc, mais ça y est, c'est rétabli, là, je crois. Oui. Non? Alors, il semble quand même que techniquement, ce soit pas tout à fait parfait là où tu es. La connexion Wi-Fi semble un peu légère. Donc oui, pendant ce symposium, c'est vrai que ça peut prêter à sourire de former les trafiquants de drogue. Mais en fait, si on va au-delà de ça, c'est que apporter des compréhensions, des outils, de l'instrumentation à toute personne permet aussi de pouvoir redonner, de pouvoir s'affirmer dans une société sans vouloir contraindre l'autre. Donc il y a cet Voilà, donc aspect c'est aussi. Attention. se former. En fait, c'est diffuser d'une formation. C'est vrai que, je vois, en 1945, mais on va pas épiloguer trop là-dessus parce on en a encore autant. Mais c'est en 1940, 1945, tous ceux qui étaient revenus des camps de concentration, les prisonniers de guerre, hein, qui étaient vraiment dans des situations absolument abominables, ont décidé de supprimer le bagne. Et ça, c'était une vraie révolution, quoi. Parce que on a vu dans quelles conditions vivaient les bagnards. Donc on avait en histoire non pas les conditions abominables dans lesquelles étaient retenus les communards en 1848, 1871, etc. Tous les gens qui avaient fait les manifestations et qui étaient qui étaient incarcérés, enfin mis dans les bagnes dans des conditions absolument abominables où on mourait largement là-dedans. On en se souvient de Dreyfus, etc., toutes ces choses absolument épouvantables. Et c'était pas des prisons, c'était pas un emprisonnement éducatif. Et là, quand ils sont revenus des camps de concentration, ils ont dit, mais en fait, il faut arrêter avec l'emprisonnement punitif. Il faut que les gens apprennent. Alors, ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, ce qui est appris dans les prisons, ce sont des métiers. Éventuellement, c'est pas mal déjà. Alors, oui, il y a des cours. Je connais parfaitement le sujet. Il y a des cours qui sont donnés. Les gens, ils peuvent suivre des cours. Mais il devrait y avoir un cœur de formation obligatoire. Encore une fois, je suis pour l'instruction obligatoire. Et c'est pas une contrainte. C'est apprendre. Apprendre, quand les gens n'apprennent pas, eh bien, ils peuvent pas savoir. Et parfois, c'est la facilité de rester enfermé dans un truc. Donc, mettre les gens dans des situations où ils vont apprendre. Et apprendre quoi? Apprendre la qualité de la relation. Alors, j'ai piloté comme ça des actions, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. J'ai piloté des actions qui ont eu beaucoup de succès pour des personnes qui étaient en fin de peine ou en sortant de prison. Et ça marche très bien. Les gens s'intéressent, tous les humains s'intéressent à leur manière d'être en relation. Donc, former les personnes, introduire la formation, que la justice, que le système judiciaire ne soit pas un système judiciaire punitif, mais un système de régulation des relations. Ça, c'est le défi numéro 6. Donc, on avait vu le défi numéro 7 tout à l'heure. Je le cite, hein, l'abolition universelle de la peine de mort et des justifications guerrières. Ça, c'était emballé dans la même chose, puisqu'on tue des deux côtés. Donc, le défi numéro 8, Qui c'est est c'est- la solidarité sans dette. C'est partager les ressources sans rapport de pouvoir. Alors ça, c'est hyper important parce que les ressources, évidemment que aujourd'hui, les ressources, elles sont appropriées par un petit nombre,
qui en fait en font leur beurre. Cette solidarité sans dette permettrait justement de considérer que les ressources, elles n'appartiennent pas à quelqu'un ou à une organisation, mais elles sont du bien commun. Et comment on fait pour les partager en altérité? Quand on voit, moi je vois des déclarations de présidents de pays d'Afrique, puisqu'on a souvent l'occasion d'y aller, de déclarations où ils disent, mais en fait, pourquoi notre pays est-il endetté? Hein, c'était la grande question de Thomas Sankara, mais maintenant, il y a de plus en plus de présidents politiques qui osent défier la politique européenne, la politique française, hein, sur les pays francophones qui consiste à dire, mais attendez, pourquoi on est endetté? C'est dans nos sous-sols que les richesses qui vont permettre aux pays occidentaux de pouvoir développer des technologies, c'est dans nos sous-sols que c'est pris. Et c'est nous qui nous trouvons endettés. Parce qu'en fait, on donne ces richesses. Alors, il y a des mines qui sont là, tous les actionnaires qui sont là, c'est pas nous. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un gros problème parce qu'après, on dit, mais attends, on va être solidaire, on va t'apporter des moyens. Et donc, ça va participer de la dette. Donc, c'est quand même très problématique. Ça, c'est de la politique internationale. Alors, il faut bien comprendre qu'on est dans des défis. Hein, je réinsiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, mais ils sont complètement en train de rêver. Mais non, on sait, comme le disait tout à l'heure Jérôme, que un défi, c'est pas forcément une solution qu'on va aborder. Un défi, c'est quelque chose qui va être dans une continuité. Et on va se passer le relais de génération en génération en ayant ce défi. C'est pour ça qu'on a déclaré un siècle d'entente pour marquer l'histoire, pour dire notre profession, comme ça, qui est toute petite pour l'instant, mais on n'est pas nombreux. Mais je me souviens, moi j'ai regardé, j'ai étudié les lumières, etc. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient complètement dispersés. Ils avaient beaucoup moins de moyens de communication que maintenant. Et c'est vrai qu'ils ont commencé comme ça. Et regardez l'impact que ça a eu formidable pour l'évolution de l'usage de la raison. Et c'était qu'un pas. Et c'était qu'un seul petit pas. Et ce pas, et c'est à nous de relever le défi de faire plus qu'un pas et de ne pas rester figé sur ce pas qui a défini un contrat qui était pesant et qui nous fait arriver sur un concept d'entente. Et je vois là, le défi numéro 9, c'est l'information sans endoctrinement. Ouais. Et ben là, je dirais, si vous voyez l'impact incroyable qu'a eu certaines politiques il n'y a pas très longtemps où tout le monde devait se faire vacciner, etc. Il y a des gens qui sont convaincus de ça, hein. Encore, parce que l'impact a été tellement violent que on peut se dire, mais tous ceux qui ne sont pas fait vacciner, ils sont morts, quoi. Non, on est vivant. Voilà. Mais, euh, mais voilà, ils ont, Il n'y a ça pas que cet concernait une aspect-là, partie. hein. Il n'y a pas que cet aspect-là sur l'endoctrinement. C'est vrai que il n'y a pas d'éthique de l'information, contrairement à ce qu'on pourrait espérer dans la profession de journaliste, pour laquelle j'ai souvent beaucoup d'admiration, mais aussi pour ceux qui restent scotchés à leur écran, eh ben, pas beaucoup de considération là, parce qu'en fait, il y en a très peu qui font de l'information qualitative, d'après ce que je vois sur les chaînes. Ça pose un gros problème. Donc l'information, elle passe par la qualité journalistique, évidemment. Et là, il doit y avoir aussi une formation spécifique pour aider les journalistes à être plus attentifs à l'esprit critique. Et l'information, ce n'est pas que la presse ou les journalistes qui la diffusent. Il y a aussi des informations qui arrivent hors canaux de presse. Et donc, il y a aussi là-dessus un phénomène qui est important, c'est comment ne pas se faire endoctriner aussi par l'information que l'on reçoit par tous ces canaux. C'est à quel moment, en fait, on peut avoir un doute rationnel et maintenir cette culture du doute rationnel pour remettre en cause ce dont on veut nous abreuver, qui par nature serait la réalité. Donc on en revient finalement à l'éthique, c'est vrai, finalement, tous ces défis, il y a une chose importante, c'est la culture du doute rationnel pour faire avancer et continuer à réfléchir dessus. Ah, ça, c'est un pilier de la formation des médiateurs professionnels, hein. C'est savoir être porteur de doute pour des décisions de qualité.
Ça, c'est clair que sans le doute rationnel, la décision ne peut pas être de qualité. Il faut impérativement que les médiateurs se forment à l'acquisition de processus, d'une technicité qui leur permet de travailler le doute rationnel. Et quand je vois la manière dont certains médiateurs sont formés ou sont déformés, ça pose quand même question sur le fait de l'idée de la bienveillance, de la tolérance, de l'empathie. Ça reste toujours très enfermé sur des modes traditionnels qui portent sur un doute en fait émotionnel. Et ça, ils s'en rendent pas compte. Donc, c'est important que tout le monde puisse s'en rendre compte. Et il y a, alors, on va passer, parce que c'est vrai qu'on pourrait y passer longtemps, on y reviendra, quoi qu'il en soit, sur ces défis. Mais le défi numéro 10, c'est l'intelligence artificielle avec indication des biais de la pensée programmée. Voilà. Alors, moi, je suis un utilisateur convaincu de la perceuse pour percer des trous dans les murs, de la pioche pour faire mon jardin, de tout ce qui est de la calculette pour faire les comptes, du téléphone pour appeler quelqu'un. Voilà. Et donc, j'utilise des outils. Et donc, j'utilise à fond, hein, vraiment à fond, les outils de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est un outil en fait de programmation assistée, c'est de rédaction assistée. Il faudrait mieux être plus intelligent que ceux qui ont fait ces dénominations, et puis bien se rendre compte que ce sont des outils de rédaction assistée, tu vois. Et donc quand on dit ça, outils de rédaction assistée, ah tiens, c'est différent. Parce que intelligence artificielle, il va défier mon intelligence. Ah non. Alors, ben oui, c'est un peu ça. Est-ce que c'est pas plus intelligent que moi, ou est-ce que le texte qui va être pondu est-il intelligent, même d'une manière artificielle? Non, attends, ça peut être, mais vraiment nul à chier, quoi. Donc, et plein de ce qui s'appelle des biais des biais de la pensée programmée. Il devrait y avoir marqué sur toutes les IA, voilà, vous êtes face à un outil de rédaction programmée avec des biais de pensée programmés. Là, je suis content parce que je me dis, oui, effectivement, ça c'est quelque chose où on avertit. Il y a un avertissement avec un panneau. Attention, vous utilisez un outil qui véhicule des biais de la pensée programmée. Parce que je peux vous dire que nous, on utilise ça. Donc Jérôme et moi, on est des utilisateurs, mais convaincus de l'intérêt de ces outils. Convaincu. Et j'aurai l'occasion de le faire à la démonstration. J'ai développé des algorithmes, j'ai développé des outils avec mais des milliers d'heures, des milliers d'heures pour programmer ça avec, avec passion, évidemment. J'ai publié des suites numériques sur des encyclopédies mondiales. J'ai publié des défis aussi mathématiques hein, sur des thématiques qui me passionnent. Mais grâce à ces outils, bah, j'avance. Mais il faut être vachement vigilant parce que ces outils-là se trompent. Et si je ne sais pas intervenir sur l'erreur, eh bien, je ne m'en rends pas compte. Et c'est ça il doit y avoir un avertissement partout. Un panneau, je dis, un panneau obligatoire. Ouais, pour quelqu'un qui est pour la liberté, je dis, mais ces outils-là, ils sont dangereux. Oui, c'est vrai, tu as raison, ils sont dangereux pour la bêtise humaine. Et ça ne doit pas s'appeler intelligence artificielle, ça doit s'appeler outil de rédaction assistée. D'accord. Outil de programmation assistée. Oui. Alors tu peux les appeler autrement, je m'en fous. Mais de fait, les IA, aujourd'hui, doivent être utilisées et enseignées à l'école. C'est-à-dire, je me souviens, moi, on n'avait pas le droit d'utiliser la calculette. Je vais faire de la pub Texas Instruments parce que j'avais ça. Euh, je connaissais pas, je connais rien d'autre. Donc j'avais une TI là sur le truc, mais on n'avait pas le droit d'utiliser, donc on l'utilisait en cachette. Donc les gosses là aujourd'hui, enfin les gosses, les moins gosses, ils utilisent des IA, ils pondent des trucs et en fait avec des fausses sources.
ils se rendent pas compte que c'est un outil trompeur. Ils se disent, ah, ben c'est une intelligence artificielle, donc ça doit être intelligent. Ben non, ben non. Alors, il y a un exemple quand même caricatural, c'est qu'il y a des personnes qui ont créé leur projet de vacances avec les hôtels, etc., dans une IA. Et l'IA donc a donné un lieu avec des photos, des vidéos, des tarifs. Les personnes se sont déplacées jusque là-bas et quand elles sont arrivées à l'endroit qui était prévu, ben en fait l'endroit n'existe pas parce que c'était du contenu créé par l'intelligence artificielle. Donc il y a aussi cette mésutilisation de ces outils-là qui sont à privilégier pour certains aspects, mais pour lesquels il faut être conscient qu'en fait, elle peut aussi générer du contenu qui est totalement faux, qui n'existe pas. Donc là aussi, il faut garder un doute rationnel sur l'utilisation de l'IA comme un simple outil pour ne pas être sous la domination, sous la croyance de ce qu'elle dit en pensant que c'est la réalité. Oui, ben moi Euh, je me souviens quand je disais la Texas Instruments, là, des calculettes, ben, pour pouvoir extraire par exemple le cosinus d'un truc, on se disait, bon, alors voilà comment on fait. Alors on allait voir le prof qui nous disait en marge, voilà, ben, tu fais comme ça, tu utilises comme ça, ou alors on devait se débrouiller tout seul. On devait apprendre tout seul. Donc il y avait ceux qui apprenaient mieux que les autres, et ils avaient de meilleures notes, et puis ceux qui n'y arrivaient pas. Malgré le super outil qu'ils avaient, ils n'y arrivaient pas, et puis ils avaient des résultats des résultats nuls. Et l'outil, même l'outil leur donnait de fausses résultats parce que ils mettaient de fausses informations dedans. Donc voilà, c'est la même chose, hein. Donc c'est vrai que dans les enseignements, l'éducation doit évoluer non pas d'une manière restrictive, hein, mais de manière évolutive et puis adaptée à l'époque. Alors, j'ai bien aimé une intervention d'un type qui fait du sport à la télévision, enfin à la télévision sur Internet, hein, qui est Thibaut InShape. Thibaut InShape qui disait dans une interview qu'il avait avec Lucet, tu sais, la personne qui fait des reportages, Élise, Élise Lucet. Élise Lucet. euh, et donc, il lui répondait, il disait avec, en blaguant un peu, bah, qu'il pouvait être sollicité pour être ministre des Sports. Et parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a fait une super démonstration, c'est vrai. 25 millions de personnes qui le suivent, c'est absolument formidable. Mais pour lui, et puis aussi, c'est un super influenceur sur le plan de la vie, de la santé. Et il y est très attentif. Et tu vois, donc on a ce que je veux dire, c'est que l'éducation doit vraiment évoluer dans plusieurs sens, hein, s'approprier les outils qui existent aujourd'hui, qui influencent la vie. Et parmi ceux-là, il y a les IA, il y a Internet, il y a tous ces outils-là. Et il faut que les enfants apprennent à utiliser ça. Sinon, ils vont être complètement fascinés et ils vont plus savoir ce que c'est que de jouer ensemble, hein. On le voit, alors ils sont ensemble et puis ils sont tous côte à côte avec leur téléphone côte à côte parce qu'ils ne savent pas l'utiliser autrement. Et parce que c'est pas un sujet qui est abordé dans l'école. S'il y avait une matière qui leur disait les enfants, aujourd'hui, tout le monde prend son téléphone. Le prof est chargé de vous montrer comment on utilise le téléphone, comment on utilise les IA, comment c'est quoi, etc. Et ils vont apprendre. Et ils vont l'intégrer comme étant un outil de vie. Tandis qu'aujourd'hui, au pire des cas, tous les enfants mettent leur téléphone dans une boîte avant, quand on rentre dans l'école. Vous prendrez après les cours. Non, mais justement, c'est la dynamique coercitive et dont on parlait tout à l'heure, hein, la surveillance, etc. Mais en fait, c'est pas une éducation. Donc là, on a encore un autre défi qui est celui que quand on intervient en tant que médiateur hein, bah, dans des entreprises, dans des organisations, savoir que quand des gens parlent de l'IA, ben, on a un rôle à jouer. Le 11e défi, et l'avant-dernier, c'est une démographie et dignité humaine. C'est-à-dire voir la croissance comme une ressource et non comme une contrainte. Bon, ça fait partie, on pourrait dire, de la reconnaissance de chaque individu en tant que tel, mais ça a des attraits quand même importants. Je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, en Chine, ils ont limité les naissances. Oui. En Résultat, Afrique, on a aujourd'hui, dit
Résultat, aujourd'hui, ils sont nombreux, mais ils sont en perte de croissance aussi. Et il manque de Mais filles. même, Il manque de filles. exactement. Et en Afrique aussi, à un moment, il y a eu des politiciens qui ont dit il faudrait arrêter la croissance, arrêter la fécondité, en fait, limiter la fécondité des femmes en Afrique parce qu'il y a trop de monde et ça risque d'exploser quand ça va vraiment grossir. Quand Donc tu dis c'est des vraiment, politiciens, Jérôme, quand tu dis des politiciens, celui qui est en prison en ce moment-là, c'est eh bien, celui-là. je m'en rappelais plus, donc c'est pour ça que je Ben, voulais c'était pas me ouais, dire c'était lui, quelque chose. ouais. C'est au Niger, J'avais un ouais, doute je me souviens bien. rationnel. Mhm. Ouais, ouais, Donc c'était ça. démographie et dignité humaine, ça va de pair. Mhm. Et il faut le considérer comme Voilà. une ressource. Donc, c'est un point sur lequel on pourra revenir, sur lequel vous pouvez aussi communiquer. Donc, c'est quand on fait des interventions, évidemment, à l'international, et les médias, la médiation, les médiateurs, ils sont appelés de plus en plus à faire des interventions à l'international. Et pour l'instant, on voit le médiateur qui intervient chez lui ou dans l'entreprise de proximité, etc. Mais de fait, de plus en plus, ben, on acquiert une influence internationale. Et donc, de ce type-là, il y a un 12e défi qui est encore plus large, qui est donc une contribution éthique de la profession de médiateur sur tout ce qui est la coexistence avec le vivant. Vous voyez, c'est ça. On invente une profession, on a créé une profession qui aujourd'hui enfin, à peu près 25 ans, et elle relève progressivement des défis. Alors, elle a commencé par déjà relever le défi d'exister. Hein. Ça a été, ça a été le premier défi, le défi de se faire reconnaître en tant que profession. Et c'est pas tout à fait défini parce qu'il y a des gens qui confondent se faire reconnaître en tant que profession et d'être assujetti à une représentation ordinale. C'est hors de question. Nous ne ferons pas ça. Par contre, il y a des modèles. Il y a des modèles, c'est celui de pouvoir se dire, bah tiens, les journalistes ont des manières de se faire reconnaître aussi. Hein, je disais tout à l'heure, c'est vrai que pour avoir la carte de journaliste, il faut avoir remplir certaines conditions. Je ne dis pas que c'est les mêmes conditions, mais c'est vraiment quelque chose à discuter pour pouvoir savoir comment on peut définir clairement la profession de médiateur. Nous, on a créé une chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, c'est-à-dire assister les négociations, mais d'abord en privilégiant la qualité de la relation par la médiation professionnelle avec une école qui est le PMN, l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. On dispense partout, dans tous les environnements. On a cité des cas et des situations, et nous reviendrons dessus parce qu'on va faire un inventaire vivant de tout ce qui est des interventions de médiateurs depuis 25 ans, et vous serez surpris de voir à quel point il y a un investissement très important et des exemples extraordinaires d'application de la médiation professionnelle dans toute la vie en société. Hein. On a pu intervenir non seulement auprès de vie politique, mais aussi de vie sociale, pas seulement de vie relationnelle de proximité, mais également avec des élargissements beaucoup plus importants. Donc voilà, les 12 défis de la profession de médiateur, c'est cela. On vous les transmet et on vous dit, relevez les défis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission très complète sur ces 12 défis, mais évidemment qu'on ne peut pas juste vous donner les défis et partir en courant. Il faut pouvoir échanger dessus. Gardez en tête que ces défis ne sont pas la volonté d'avoir une solution, mais de continuer à réfléchir dessus pour aller toujours plus près de ce qui pourrait être utile, efficace et agréable à un instant T et qui va évoluer dans le temps. Donc ces défis, c'est les défis du siècle de l'entente et nous vous invitons à participer avec nous à la réflexion sur ces 12 défis. La semaine prochaine, nous aurons une nouvelle émission à 12h30 sur mediator.tv sur un autre sujet et vous en aurez la surprise et on vous le préviendra quelques jours avant. Merci d'être resté avec nous aussi longtemps et bonjour à Robert qui vient du Québec.